Merci beaucoup. Comme tout le monde, je remercie vivement les organisateurs de cette invitation. Je suis ravie de participer à ces 2 journées particulièrement stimulantes et passionnantes. Alors avec Natacha, aujourd'hui, donc on vous propose une réflexion sur l'idéal d'autonomie à partir de ce qui semble à première vue être un cas limite d'une manifestation archétypale pathologique de cette autonomie à travers cette figure du hikikomori. Alors, hikikomori, c'est le nom japonais qui est donné à la fois à une conduite et à la fois à la personne qui adopte cette conduite. Et elle qualifie en général donc des jeunes gens, souvent des garçons, qui, sans raison immédiatement apparente pour eux-mêmes et pour leur entourage en tout cas, se retirent du monde et vivent reclus à domicile pendant plusieurs mois et plusieurs années. La réflexion qu'on vous propose aujourd'hui, c'est le fruit d'une étude collective et pluridisciplinaire qui a été menée pendant plusieurs années en France, au Japon, en Italie. Je salue à l'occasion Claude Martin qui est en ligne, qui a travaillé avec nous. Et donc une étude au cours de laquelle nous avons rencontré des jeunes hikikomori, mais aussi leur entourage et des professionnels de l'école, du soin, du social chargés de les accompagner. Alors une façon d'entrer dans cette problématique de la conduite de retrait social, c'est donc de la regarder non pas comme un nouveau trouble justifiant une étiquette diagnostique spécifique, mais comme, alors Pierre-Henri Castel utilisait la formule hier, un idiome de détresse, c'est-à-dire une façon socialement significative de vivre et d'exprimer un malaise, un désarroi ou de manifester une différence. Parler d'idiome de détresse ou de grammaire, c'est insister bien sûr sur le régime de sens et de valeurs dans lequel il s'inscrit. Dans ses formes spécifiques, somatiques, émotionnelles, comportementales, la conduite hikikomori, elle est d'abord frappante en cela qu'elle semble décliner assez parfaitement une grammaire inversée de la société d'autonomie et conditions. En d'autres termes, et c'est ce qu'a suggéré Alain Ehrenberg lui-même, le hikikomori semble être une sorte d'archétype du ratage de cet individu accompli, auto-activé, en mouvement, en projet vers l'accomplissement de soi. À différents égards, les caractéristiques de cette conduite et de cette expérience de retrait social sont les exacts inverses des attentes sociales relatives à l'individu autonome. Dans un premier temps, donc, on va approfondir cette hypothèse à partir d'observations et de données de terrain qui ont été recueillies en France en particulier au sujet de jeunes, adolescents ou jeunes adultes qualifiés ou se qualifiant de hikikomori. Alors, on est d'abord attentif au fait que ce retrait, il ne se fait pas n'importe quand, n'importe où et n'importe comment. Le retrait ne se fait pas n'importe quand, ça signifie que c'est un problème qui a émergé comme un problème de jeunesse. C'est-à-dire dans les années 90, quand on a commencé à parler de ce problème, la construction même du problème a été de le cibler comme un problème à propos des jeunes, alors que le thème du retrait social ou de la claustration volontaire n'était pas tout à fait nouveau. Ce qui est apparu comme nouveau et énigmatique au Japon, puis en dehors du Japon au tournant des années 2010, c'était l'ampleur de ce phénomène auprès des jeunes, qu'on estimait donc de plus en plus nombreux à vivre reclus et à ne plus participer à la vie collective. Donc, toute la question de cette estimation fera l'objet d'une discussion qu'on n'a pas le temps de mener ici, mais qui est intéressante à creuser. Que ce soit un problème de jeunes, donc de jeunesse, n'est évidemment pas indifférent au vu du régime d'attente qui pèse précisément sur les jeunes et sur le statut de jeunes, puisque les jeunes sont, à tous les égards de ce régime d'attente, les jeunes c'est précisément un âge de la vie pour lequel on attend plutôt élan, vitalité vers l'extérieur, action, projet, etc. Donc, à tous les égards, les hikikomori sont des jeunes qui ne font pas ce qu'ils devraient faire ou ce que devraient faire des jeunes de leur âge. Ce qui déstabilise et inquiète d'autant plus l'entourage et a participé à la constitution de ce problème comme un problème aussi de santé publique au Japon. Alors, ces jeunes ne font pas ce qu'on attend d'eux ou de ce que devraient faire des jeunes de leur âge à plusieurs titres. Premièrement, ce sont des jeunes reclus dans leur chambre au lieu de vivre donc leur vie de jeune à l'extérieur.
Alors ça engage une réflexion à la fois sur l'importance de la chambre individuelle, de l'espace domestique qui devient ce cocon, l'antre, etc. particulier. En tout cas, dans le cas de ces jeunes, l'extérieur est désinvesti et même redouté. À l'image de Octave, 23 ans, en retrait depuis presque 3 ans, lorsque je le rencontre dans le contexte d'une consultation psychiatrique, où je suis accueillie comme sociologue aux côtés de la psychiatre qui reçoit alors des jeunes et des parents concernés par le retrait social. Octave vit avec ses parents dans la même maison, dans la maison où il a toujours vécu, en région parisienne, dans un environnement plutôt champêtre. Sa chambre donne sur la rivière, une petite forêt. Sa sœur cadette est partie vivre à l'étranger. Il vit donc seul avec ses 2 parents d'une 60aine d'années. Sa mère s'est mise en congé maladie et, ce sont les dires d'Octave, attend la retraite. C'est lui-même qui souligne, finalement, sa situation n'est pas très éloignée de la mienne. Lorsque je le rencontre, Octave est donc en retrait depuis 3 ans. Après le bac, il était entré en fac d'informatique et puis il avait cessé d'y aller au bout de quelques mois. Et c'est de ce renoncement-là que date son retrait. C'est un retrait radical, celui d'Octave, mais sans altération spectaculaire, comme on a pu en voir dans d'autres situations. C'est-à-dire que Octave ne fréquente personne en dehors du cercle parental. Il ne sort pas, sauf pour se rendre à cette consultation. Il évite toute autre occasion de sortie, que ce soit des réunions familiales. Il ne s'est par exemple pas rendu au mariage de sa sœur. Mais contrairement à d'autres jeunes, son rythme jour-nuit est maintenu. Et à la maison, il dort bien, selon ses dires, il se nourrit correctement, il soigne son apparence physique. Il vit dans sa chambre et il est donc entretenu par ses parents. Il ne joue pas aux jeux vidéo, il ne participe à aucun réseau social, il n'a pas de téléphone portable. Mais l'ordinateur occupe une place très importante dans sa vie car il s'informe et lit beaucoup. Il est très cultivé, curieux, il est très connecté au monde. Il dit lui-même « J'adore lire, j'adore regarder, j'adore m'entendre réfléchir sur les sujets, j'adore m'écouter réfléchir sur les sujets. » Octave donc représente une modalité de retrait particulière par rapport à d'autres parce que son usage des écrans et des jeux est, comme je viens de le dire, spécifique par rapport à d'autres jeunes rencontrés. Mais le point commun, en tout cas, c'est une grande difficulté à sortir si ces sorties ne sont pas très limitées et préparées à l'avance. La situation hikikomori progressivement mise en place lui permet d'échapper aux pairs et aux interactions sociales, école, stage, travail, qui sont vécues comme pénibles, injustes, peu lisibles, et donc ce qui est un motif de soulagement, au moins dans les premiers temps. Octave n'éprouve aucun manque ou regret vis-à-vis des liens sociaux ou amicaux. Sa situation lui convient. Je cite Octave, « Je me suis créé une capacité à être vraiment seul, et ce depuis ma toute petite enfance. Je lis, je réfléchis. J'occupe mon temps et je ne le vois pas défiler. La prison, je ne vois pas le problème. » Autre motif pour lesquels donc, on constate que ce sont des jeunes qui ne font pas leur job de jeunes attendus. Ce sont des jeunes, bien sûr, dépendants de leurs parents au lieu de désirer et d'œuvrer à leur indépendance. Les jeunes hikikomori restreignent leur horizon à l'univers familial et familier sans chercher à conquérir cette indépendance. Dans le cas d'Octave, qui est majeur, ses parents s'activent pour lui proposer des solutions. Ils ont acheté un studio à proximité, mais Octave accueille cette perspective avec mollesse, indifférence. Il dit qu'il attend d'avoir 25 ans pour éventuellement toucher le RSA, ce qu'il finira par faire, qu'il l'obtiendra finalement, mais avec beaucoup de retard, car les démarches à effectuer lui semblent insurmontables, et surtout parce qu'il préfère rester invisible et qu'on ne se préoccupe pas de lui. Donc l'idée même de se rendre visible à l'administration lui est pénible. Il déclare « Je suis là où j'ai démarré, je suis né un jour et voilà, je suis à l'endroit où je suis né. Il y a mes parents, ma chambre. D'un point de vue métaphysique, je suis là où je suis né. Je veux être un enfant quand tout le monde veut que je sois un adulte. » D'autres jeunes que nous avons rencontrés ont parfois des petits jobs, mais de façon irrégulière, et les revenus demeurent insuffisants pour garantir une indépendance quotidienne, même si leurs besoins sont en général assez limités. Et lorsqu'ils font ce type d'expérience, chaque déconvenue ou mauvaise expérience s'accompagne d'une nouvelle phase de repli. C'est le cas, par exemple, d'un autre jeune, Antoine, 26 ans, qui était en retrait depuis 7 ans au domicile familial, ce qu'on a rencontré. Antoine est fils unique, ses 2 parents travaillent, s'inquiètent pour lui.
et n'ont de cesse de lui faire des propositions, un rendez-vous à la mission locale, passer son permis, faire un stage. Antoine a connu une hospitalisation sous contrainte 3 ans auparavant. L'accompagnement qui s'en est suivi lui a été bénéfique selon ses dires, mais il est toujours en retrait, même si c'est un retrait moins radical que celui d'Octave. À la maison, il fabrique des objets grâce à une imprimante 3D. Il est parfois coursier à vélo, mais décroche et raccroche alternativement. Après une remarque d'un client, par exemple, il a arrêté pendant plusieurs mois d'être coursier. Antoine, lui, touche le RSA et il tient à reverser une partie à ses parents. Comme pour les liens amicaux et sociaux, la plupart du temps, le fait de ne pas être indépendant n'est pas vécu difficilement et ne fait pas l'objet d'une culpabilité particulière. Troisièmement, ces jeunes sont retirés dans un quotidien très répétitif, au lieu d'expérimenter, au lieu de faire les expériences et des mobilités qui sont attendues d'eux. Donc, à l'idéal d'une jeunesse formée par les voyages, par les expériences multiples, par cet âge donc, qui se caractérise par une absence de contraintes et de responsabilités, s'oppose la conduite hikikomori qui, encore une fois, déroute les parents et l'entourage par son caractère répétitif et frileux. L'isolement et la durée sur le long terme du retrait social produisent naturellement un quotidien qui est souvent marqué par une inversion des rythmes jour-nuit et par une désynchronisation avec le monde extérieur et la temporalité de la maisonnée. Quelle que soit la pièce dans laquelle il est, Octave ferme les rideaux et les volets. Dès qu'il sort, il a la tête couverte par un chapeau ou une capuche et il ne veut pas qu'on le voie. Antoine, lui, les parents d'Antoine racontent qu'il est mis en panique par la perspective, un jour, en l'absence de ses parents qui sont au travail, d'avoir à ouvrir au plombier pour la chaudière. Ce qui m'a évoqué aussi un parallèle avec une pièce de théâtre d'un japonais, Hideko Iwai, qui est lui-même un ancien hikikomori et homme de théâtre, qui avait donc, il y a quelques années, cette pièce était passée à Paris, qui s'appelle « Le hikikomori sort de chez lui », où l'un des personnages déclare qu'il ne sortira, donc il est pris en charge dans une association autour des hikikomori, et il semble prêt à tout le monde à sortir, mais lui ne sort pas. Et il déclare qu'il ne sortira que lorsqu'il saura parfaitement comment indiquer le chemin dans la rue, situation qu'il imagine et répète à l'envi, mais qui ne satisfait jamais. Donc on voit à travers cet élément de cette pièce de théâtre, cette crainte, au fond, extrême de la nouveauté, de la spontanéité, y compris dans l'ordinaire du jeu social. Quatrièmement, hikikomori, donc une conduite passive, silencieuse, au lieu d'être expressive, et donc d'exprimer un désir ou une contestation, ou même un projet quelconque. À l'âge où il faut commencer à se définir, à choisir ses orientations, ses penchants, ses aspirations, eh bien, ces jeunes n'expriment rien de tout cela. Octave, lui, revendique d'être incapable de tout projet. Antoine, lui, se voit parfois vendre plus tard ses fameux objets 3D, mais aucune projection concrète pour matérialiser un chemin. La trajectoire est mise en suspens, l'avenir n'est plus investi et les jeunes vivent dans cette éternelle prison. Cette conduite, elle déroute d'autant plus qu'elle est passive et silencieuse. Elle ne s'accompagne ni de justification, ni de discours, critiques ou non, sur la société, ni même de la formulation donc d'un désir ou d'un projet. C'est d'ailleurs ce qui est le plus difficile pour l'entourage, même si, à mesure que le retrait se prolonge, les parents disent faire le deuil des études supérieures, d'une vie normale, ils ne peuvent se résoudre à ce que leur fils ne veuille rien. On avait fait dans des précédents travaux le parallèle avec le personnage de la nouvelle de Melville, Bartleby, qui ne cesse de rétorquer à quiconque lui demande quoi que ce soit « je préférerais ne pas ». Dernier point sur cette conduite, c'est aussi cette conduite un corps, puisqu'on parlait de corps ce matin, au fond un corps en retrait, et là aussi finalement un corps qui, à l'âge de la vitalité, de la sexualité ou du corps mis à l'épreuve, est en quelque sorte désactivé. Alors, sport, aventure, risque, ébriété, rencontres sexuelles sont exclus de la vie hikikomori. Les plaisirs et les élans de la culture adolescente n'ont pas d'attrait pour ces jeunes qui s'en désintéressent pour la plupart ou la jugent avec mépris. Octave déclare qu'il n'est pas intéressé par les filles parce qu'il parle d'un vœu de chasteté
et dit être irrité et gêné par ce qu'il nomme lui-même la vulgarité des mecs en colloque qui parlent de cul. Le corps est comme désactivé, bien qu'il se rappelle à l'ordre dans des situations de retrait extrême et durable, puisque bien souvent le retrait s'accompagne d'altérations physiques, soit d'amaigrissement ou soit du contraire. Il est tantôt très négligé, tantôt au contraire soumis à une hygiène ritualisée. Et puis bien sûr, il est aussi ce corps ce qui résiste à cette invisibilité, à cet effacement qu'il s'efforce de mettre en œuvre. D'ailleurs, Octave, qui dit ne pas souffrir de cette situation de retrait, en revanche, il explique qu'il a très peur de la souffrance physique et de la déchéance du corps, lui qui a été très marqué dans l'enfance par l'état très dégradé de son grand-père après un AVC, à tel point qu'à une certaine période, il s'est même entraîné pendant son retrait à dormir par terre, la fenêtre ouverte en hiver le soir, pour anticiper sa vie probable de SDF à la mort de ses parents. Bref, par ces différentes dimensions, on voit que la figure du hikikomori peut apparaître comme cette sorte de miroir inversé des idéaux d'autonomie et d'inclusion, sorte d'échec de la règle sociale. Ces jeunes ne sont pas ou plus activés, ils ne sont pas projetés vers l'avenir, ce qui ferme et suspend donc ce fameux devenir ouvert dont on parlait hier. Comme Octave, ils vivent dans un temps suspendu, sans désir ni projet. Les idéaux d'autonomie sont bien sûr, eux, tout à fait portés par les parents et les entourages socio-éducatifs des jeunes et forgent la façon dont ils perçoivent et répondent à cette dynamique de retrait. Du côté des familles, comme j'ai pu l'observer par exemple en participant à un groupe de parole de parents de hikikomori pendant plusieurs années, il faut donc négocier avec un quotidien bouleversé et devenu souvent tyrannique, un avenir compromis, faire le deuil des études longues ou de maintien de la trajectoire sociale. Dans le groupe de parole, alors même que certaines solutions sont trouvées au fil du temps pour tel ou tel jeune et allègent le quotidien des parents, par exemple un studio juste à côté qui finit par être investi, une allocation adulte handicapé, par exemple, etc. Comme le dit une mère, on n'a pas fait le deuil de la belle vie, qui pour elle signifie un travail, avoir une copine et, ajoute-t-elle, comprendre ce qui se passe en lui. Donc belle aussi illustration de cet individualisme expressif dont on parlait. Donc, hikikomori, miroir inversé, échec, pathologie, ratage. Trop fragiles ou mal adaptés, ils auraient trébuché sur le chemin du devenir adulte. Telle est la représentation qui prévaut et la raison pour laquelle cette question des hikikomori à la fois fascine et à la fois s'inscrit si bien dans le registre de la santé mentale. Pourtant, ce qui est frappant, c'est le paradoxe et l'ambivalence peut-être du hikikomori si on y regarde de plus près. Le jeune retiré est en réalité simultanément figure d'impuissance et de toute puissance, figure de dépendance et figure d'idéal autarcique, comme Pierre-Henri l'avait aussi suggéré il y a quelque temps. C'est ce jeu, cette articulation entre deux pôles qui me semble être au cœur de cette conduite. Petite référence ici à Ian Hacking, dont Steve a parlé plusieurs fois depuis hier. Ian Hacking, explorant ce qu'il a appelé les maladies mentales transitoires, considère qu'elles nichent au cœur d'une polarité culturelle, c'est-à-dire qu'elles prospèrent à l'intersection de deux univers de valeurs qui sont des marqueurs et des imaginaires forts d'une époque. Hacking nomme ces deux pôles culturels le pôle de la vertu, le pôle du vice. Le premier incarne les valeurs sociales positives et valorisées, le second tout ce qui est déprécié et craint. Ce qui nous semble frappant, c'est que ce jeune en retrait, il est deux choses à la fois, au fond. Il est à la fois dépendant et indifférent, pourrait-on dire. À la fois hyper dépendant à sa famille dont il ne parvient pas à se séparer, il manifeste cette panne du projet, il s'est décollectivisé, pour reprendre notre discussion d'hier. Pourtant, il est aussi celui qui s'est désolidarisé des temps sociaux et familiaux, mais ce faisant, qui a organisé son propre espace-temps au sein de la maisonnée. On le voit avec cette logique d'inversion des rythmes et puis de synchronisation propre. Et surtout, contrairement à la plupart d'entre nous, il semble vouloir et pouvoir vivre sans lien et sans corps. À ce titre, et différemment de ce qui compte pour les autres,
il incarne ou il représente presque, on pourrait dire si on suit un peu Hacking, dans ses imaginaires positifs et négatifs, une sorte de préfiguration d'un monde où le virtuel et les technologies rendraient rares ou inutiles les liens incarnés. À tout point de vue, on peut dire que le hikikomori, il a donc cet aspect à la fois repoussant et fascinant d'une créature dans laquelle on reconnaît les formes culturelles les plus désirables comme les formes culturelles les plus effrayantes. L'idéal d'un individu autonome absolu, émancipé du corps, des liens, capable par la technologie d'être partout ou nulle part à portée de clic, d'endosser des identités multiples, d'être le maître souverain de sa participation ou de sa connexion au monde. Une sorte de préfiguration d'un monde où le virtuel et les technologies... Non, j'ai déjà dit. Mais c'est aussi le spectre d'un homme asservi à la machine, désubjectivé, menacé d'un asservissement volontaire terrifiant. Mi-enfant, au fond, mi-robot, le hikikomori incarne le pire et le meilleur de cet imaginaire futur, ou de ces futurs sociotechniques. Et il réunit ainsi ces deux imaginaires puissants de l'époque, la figure vertueuse d'une sorte de start-upper transhumaniste, si on pouvait le dire comme ça, qui incarne cet idéal technologique, et à l'autre extrémité, au pôle vice, la figure du désaffilié, du sans-abri, qui incarne la crainte de l'exclusion, de la perte, de la solitude, à l'heure de la société inclusive. Le hikikomori n'est ni un start-upper transhumaniste, ni un sans-abri, mais comme le dit Ian Hacking, il imite un peu les deux. Je termine mon propos en disant que, voilà, on voit que le hikikomori peut être compris comme un idiome de détresse, une façon radicale d'exprimer et de vivre son malaise face aux tensions des représentations et des idéaux de l'autonomie. Il est simultanément donc cette figure du ratage de l'autonomie et une figure d'hyper-émancipation d'une certaine manière. Un parallèle pourrait être fait, mais ça peut-être dans la discussion, avec d'autres troubles réputés émergents depuis longtemps dans nos sociétés, comme le TDAH dont on a parlé hier, avec cette oscillation entre ce pôle déficit d'autocontrôle d'un côté et surcapacité un petit peu de l'autre, etc. Voilà, en tout cas, je voulais insister sur ce point, c'est-à-dire cette dimension à la paradoxale et ambivalente de ces troubles qui semblent alors le mieux spécifier ces expériences et les usages sociaux de ces qualifications. Je passe maintenant la parole à Natacha qui va prolonger la réflexion à partir du récit d'une rencontre. J'ai intitulé cette deuxième partie « Une figure de l'individualisme contemporain ». Alors en fait, je remercie les organisateurs de cette opportunité qui m'a été donnée de me poser et de réfléchir à quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques années et qui m'est resté en mémoire et je ne suis pas parvenue à l'oublier, ce jeune homme, et ça a été l'occasion pour moi de repenser à lui. Donc j'ai été marquée, avant même que la recherche sur les hikikomori ne démarre, Pierre-Henri et Maya, la recherche sur les hikikomori a démarré, je crois, en 2009-2010. Non, plus tard, à peu près. J'ai été marquée par la rencontre donc, avec un jeune homme que j'aurais bien été en peine de qualifier, ce jeune homme, et je ne saurais pas non plus caractériser ni cette rencontre, ni résumer en un seul terme la situation personnelle de ce jeune. Cette rencontre a pour cadre l'association L'Époque, l'espace psychanalytique d'orientation et de consultation. C'est une association à but non lucratif créée en 2005 et dont l'objet statutaire est l'accueil et le suivi personnalisé de toute personne en difficulté, en souffrance psychique et sociale, en rupture de lien social, en désinsertion, au moyen de la psychanalyse appliquée à la thérapeutique. De nombreux partenaires, que ceux-ci appartiennent aux champs social, médico-social, de l'insertion, de la psychiatrie hospitalière, de la psychiatrie libérale, etc., adressent des personnes à cette association, qui est à Paris, dans le nord-est de Paris. Le dispositif initial a été construit et pensé à partir de consultations individuelles et d'ateliers à visée thérapeutique, comme des ateliers d'écriture, de yoga, de théâtre, etc. Avec le temps, se sont greffées d'autres actions qui répondent à des besoins ciblés, comme l'accompagnement psychologique à domicile, des permanences psychologiques dans des lieux d'hébergement d'urgence, dans des lieux d'insertion, l'animation de groupes de soutien à la parentalité, etc., etc. Alors, je cite la phrase un peu slogan de la fondatrice de l'association.
Il s'agit par nos actions de lutter contre l'exclusion en prenant en charge sans discrimination toute personne en détresse sociale et psychique et en favorisant le lien social qui réengage une dynamique. Alors en décembre 2007, donc ça ne me rajeunit pas, mais bon, alors que j'étais bénévole dans cette association, donc j'ai assuré une consultation pendant 13 ans dans le cadre de cette association, je reçois la visite d'une femme. Il s'agit de la mère de ce jeune homme. Elle a une quarantaine d'années, elle est d'origine turque, elle vit avec son mari et ses 2 fils de 15 et 23 ans dans un appartement du nord-est parisien. Elle est accompagnée d'une amie qui l'aide pour la compréhension et l'expression en langue française. Elle a été adressée par l'assistante sociale d'un service social de proximité de Paris. Son conjoint est en dépression depuis plusieurs années et dans l'incapacité de travailler. Elle-même travaille comme couturière. Madame est très inquiète. Elle pleure beaucoup pendant notre entretien. Son fils de 23 ans, qui était un bon élève, a arrêté le lycée avant l'obtention de son baccalauréat. Il vit cloîtré à leur domicile depuis maintenant 5 ans. Il a, d'après sa mère, peur de sortir. Elle trouve qu'il a vieilli prématurément. Elle lui a proposé de voir un psy, comme on le formule dans le langage courant. Il a répondu « il n'est pas malade, il n'a pas besoin de psy ». Madame insiste pour que je vienne à son domicile et que je rencontre ce jeune homme. Alors je suis déconcertée, parce qu'à l'époque, on faisait pas, c'est la première demande de ce type que j'ai, et on ne faisait pas à l'époque de consultation à domicile. Mais je suis touchée par la détresse et la sollicitation de cette mère et je décide de me rendre finalement à leur domicile. Je me fais accompagner par la consultante assistante sociale de l'époque. Alors je garde peu de souvenirs de l'appartement, si ce n'est qu'il est un peu sombre, décoré de façon orientale. Toute la famille est présente. Le père se dit triste de la situation de son fils aîné. Il suppose qu'une bagarre au lycée ou une déception amoureuse est la cause de son repli à domicile. Le frère cadet, qui a 15 ans, à l'époque, exprime son ras-le-bol. Il a laissé la chambre qu'il partageait avec son frère aîné à celui-ci. Il ne supporte plus de le voir traîner, sans horaire, et il dort désormais dans le salon. Ce frère cadet s'intéressera à l'idée de formation à distance quand nous évoquons cette solution avec sa mère. Le jeune homme, cloîtré, accepte de nous faire entrer dans sa chambre et de discuter un petit moment. Il nous explique qu'il va bien, qu'il s'agit juste d'un problème de génération. Sa mère ne comprend pas ce qu'il fait. Nous lui demandons comment nous pourrions rassurer sa mère. Ça, c'est une phrase importante, ça va tout le temps revenir. Hein. Il nous livre alors sa définition de sa situation. Il est geek. Un geek est une personne passionnée par les nouveautés techniques et particulièrement par l'informatique. Dans le Cambridge Dictionary, le mot anglais est défini comme « someone who is intelligent but not fashionable or popular ». Je m'arrête sur cet usage d'un mot d'une langue étrangère, comme c'est d'ailleurs le cas pour le mot « hikikomori ». Comme ces termes ne sont pas, au moment où ils apparaissent, issus de la langue commune, de la langue utilisée entre générations, entre parents et enfants, entre personnel éducatif et élèves ou étudiants, entre personnel soignant et jeunes patients, ces mots apparaissent comme un idiome qui échappe temporairement aux définitions du dictionnaire. Ils se présentent sans dénotation précise. Ces mots sont des inventions, à ce moment-là, pour dire quelque chose qui ne soit pas déjà dit, pour dire quelque chose qui ne soit ni classifiant ni stigmatisant. C'est une forme de création courante à l'adolescence. Il s'agit de se distinguer, mais sans s'ostraciser, ni s'anathématiser. Le jeune homme poursuit son explication. Il souhaite apprendre la programmation informatique, seul, grâce à Internet et aux forums auxquels il a accès. Il veut devenir webmaster de sites informatiques. Il programme d'ores et déjà et nous cite 2 langages, Python et HTML. Il cherche à nous rassurer. Oui, il a des amis étudiants dans le même domaine, mais ils viennent rarement chez lui. On n'en saura pas plus. Hein. Je propose, parce que c'est une discussion qui a un terme assez rapide, je propose de le rappeler 6 mois plus tard pour prendre de ses nouvelles. Il ne dit pas non. Il dit pas oui, mais il dit pas non. Donc 6 mois plus tard, je le rappelle, je laisse un message sur le répondeur familial avec les coordonnées de l'association Époque, mais personne ne rappelle. Alors j'ai souvent pensé à ce jeune homme et j'ai perçu son existence comme relevant d'une alliance très contemporaine entre les valeurs d'autonomie et la culture numérique.
Du côté de l'autonomie, il pourrait reprendre à son compte le discours et les signifiants de l'auto-formation, ce langage de l'autonomie appliqué à l'apprentissage, appliqué à l'éducation. Les racines de l'auto-formation, un phénomène aussi paradoxal, reposent sur un certain nombre de consensus, sans doute partagés par ce jeune homme, l'autonomie du sujet, le respect des libertés individuelles, la capacité et le choix possible pour chacun de construire sa propre vie. J'arrête ici la citation d'un article de Jérôme Hénault, prof en sciences de l'éducation, et titré « Quelle perspective pour l'auto-formation ?» J'arrête parce que la suite ne correspond peut-être pas à notre jeune homme, car les consensus partagés reposent aussi sur, je cite, « une visée sociétale et un idéal de démocratie », la participation possible de tous à la construction de sociétés, elles-mêmes composées d'individus autonomes, etc. J'arrête car je n'ai vraiment aucune idée si ces derniers éléments correspondent à la situation de ce geek. L'auto-formation renvoie plus simplement au fait d'apprendre par soi-même ou d'apprendre tout au long de la vie. L'auto-formation implique bien des mots composés avec le préfixe « auto ». Chacun sait que ça provient du grec « autos » et que ça dit soi-même, lui-même, elle-même, etc. Donc avec l'auto-formation, on parle d'autodétermination, d'autorégulation. On insiste sur les capacités de la personne à déterminer, diriger, planifier, réguler son propre apprentissage. Et on peut rapprocher ces termes de la notion d'autonomie professionnelle, qui ne concerne pas un individu en particulier, mais un groupe professionnel. Une profession qui s'établit en s'autonomisant professionnellement. Cette profession ainsi établie cherche à préserver ses marges d'auto-activation et d'autocontrôle, comme l'a décrit et explicité le sociologue Everett Hughes. Notre jeune enfermé à domicile parviendrait-il à s'octroyer une licence individuelle professionnelle de webmaster ? Si la mère de ce jeune homme ne pouvait rien y comprendre, c'est bien qu'il s'agirait de défendre un autocontrôle et une auto-activation basés sur des arguments d'expertise savante. Ce jeune homme fait-il partie d'un groupe professionnel de webmasters qui serait en quête de davantage d'autonomie professionnelle ? Un groupe qui chercherait à stabiliser, configurer ou reconfigurer un territoire qui constituerait son territoire autonome et qui serait un territoire plus numérique que physique. Dans cette perspective d'autonomie professionnelle, l'autonomie dans la formation est essentielle. Une profession dite autonome n'est possible que lorsque ses prestations s'appuient sur un savoir long à acquérir, difficile d'accès. Ainsi, les formateurs sont forcément issus du même groupe professionnel, dirigent la formation, définissent le programme de formation, etc. Donc c'est seul un collectif de pairs qui peut se garder garant de la production des professionnels de la profession, si je puis me permettre cette tautologie. Notre jeune homme semble s'être engagé dans sa propre démarche, avoir intériorisé le contrôle de sa propre activité et mobilisé sa propre agentivité, pour user des termes de l'auto-formation. Il est dans une affirmation de soi, dont a parlé Lucie, typique des sociétés individualistes modernes. Il est une illustration du sentiment d'efficacité personnelle théorisé par le psychologue Albert Bandura pour valoriser l'apprentissage autodirigé, autodéterminé et autorégulé. Sentiment qui pourrait peut-être expliquer la satisfaction des philanthropes. Il est aussi, ce jeune homme, une illustration des travaux sur la motivation et l'autodétermination réalisés par les psychologues Edward Desai et Richard Ryan. Ceux-ci ont développé la théorie de l'autodétermination, Self-Determination Theory, qui a renversé la croyance dominante selon laquelle le meilleur moyen d'inciter les êtres humains à accomplir des tâches était de renforcer leur comportement avec des récompenses. La théorie de l'autodétermination est une macro-théorie de la motivation humaine qui différencie les formes de motivation autonome et contrôlée, c'est-à-dire la motivation qu'on appelle intrinsèque et la motivation extrinsèque. Alors là, énorme champ d'études en psychologie sociale et en psychologie expérimentale. Avec 5 minutes. Avec ce jeune homme, je ne vais pas y arriver 5 minutes. Je vais faire vite. Avec ce jeune homme, je serai donc en présence d'un sujet auto-motivé et auto-apprenant, un sujet agent principal de ses propres activités éducatives. Je n'oublie cependant pas que ce concept d'auto-formation, qui prolonge celui d'éducation permanente, est rarement, voire jamais, dissocié de finalités pédagogico-économiques dans un registre plus pragmatique.
Il est pensé comme s'insérant et visant des économies socio-éducatives ou plus idéalement associé à des enjeux d'émancipation dans le cadre d'un projet social et politique. Et là, je ne vois pas si ce jeune homme a ce type de finalité. Si je me représente ce jeune homme comme un des descendants du courant de l'auto-formation, je le vois aussi comme un adepte de la culture numérique. Dans sa chambre, à côté de 2 lits superposés, trône un immense ordinateur qu'il montre d'ailleurs comme une preuve qu'il fait son auto-apprentissage de webmaster. Son frère a décrit cet ordinateur comme perpétuellement allumé. Sherry Turkle, psychologue social, a étudié comment l'ordinateur permet de se sentir en compagnie, devient une machine à empathie, sans imposer les contraintes et les devoirs de l'amitié et de l'intimité. Alors, je la cite dans le cadre d'une interview, donc vous allez voir, c'est un langage un peu parlé, puis elle fait les questions et les réponses. Alors elle repère qu'Internet offre 4 promesses. La première est « vous serez toujours entendu ». Mais cela veut dire aussi que vous ne prendrez pas souvent le temps d'écouter. Deuxième promesse, vous ne vous ennuierez jamais, il y aura toujours quelque chose pour vous distraire et vous amuser. Mais la capacité à s'ennuyer est un des indices de réussite du développement dans l'enfance. Troisième promesse, vous n'aurez jamais à être seul. Mais dès lors, l'inconvénient est que les gens perdent véritablement leur capacité à la solitude. Quatrième promesse, vous pouvez être qui vous voulez. Mais là aussi, cela a un prix. Nous prétendons être quelqu'un que nous ne sommes pas. Nous prêchons l'authenticité, mais nous sélectionnons ce que nous montrons de nous-mêmes. Elle en a conclu que l'état affectif distillé par ces nouvelles technologies est un mix de solitude et de crainte de l'intimité. Alors, serait-ce la situation subjective de ce jeune homme? Point d'interrogation. Je me rappelle que son père faisait l'hypothèse qu'une déception amoureuse était à l'origine de sa claustration à domicile. Barry Wellman, sociologue, a mené quantité d'études sur l'organisation sociale qu'on peut repérer à travers les outils logiciels des réseaux. Il en a conclu que les réseaux informatiques étaient des réseaux sociaux. On pourrait là aussi penser à une tautologie. Il cite une expérience mondiale de recherche parue dans Science en 2003, expérience qui reprend l'expérience par courrier postal aux États-Unis à la fin des années 1960, dont le psychologue Stanley Milgram avait extrait l'expression « effet du petit monde ». La nouvelle expérience, décrite en 2003, met en scène 60 000 utilisateurs de courrier électronique qui tentent d'atteindre l'une des 18 personnes cibles dans 13 pays, en transmettant des messages à leur connaissance. Ces utilisateurs pouvaient atteindre leur personne cible en une médiane de 5 à 7 étapes. Ils n'avaient pas besoin de hubs très connectés, leur succès dépendait de leur incitation individuelle. Les réseaux informatiques permettent de voir en action le phénomène des petits mondes. Ils réalisent, grâce à leur transitivité, des raccourcis relationnels. Barry Wellman, s'appuyant sur ces résultats, redéfinit la notion de communauté dans notre modernité. Les communautés ne seraient plus inscrites dans des groupes familiales, groupes professionnels, mais dans des réseaux. Elles ne seraient plus des petites boîtes, selon son expression, des petites boîtes qui représentent des groupes dans lesquels les individus sont connectés avec des liens dits forts, mais pourraient être éloignés les unes des autres, avoir des limites floues, un maillage peu dense. Il propose la notion de glocalisation, avec un Z, qui image le passage de groupes à forte densité à des réseaux à densité variée, reliant des individus à la fois localement, mais aussi globalement, sans se soucier de l'espace, ni se soucier d'instaurer des liens entre tous. Les individus sont à la fois membres de communautés et en même temps connectés à d'autres, étrangers à leur propre entourage. Nous pourrions ainsi comprendre que les parents et même le jeune frère de ce jeune homme ne sachent rien des amis webmasters de leur fils ou frère. Chaque personne pourrait disposer de sa propre communauté personnelle. Barry Wellman se base sur l'histoire d'Internet et l'abandon des logiciels de groupes autonomes au profit d'applications favorisant les réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux ne forment pas un seul grand réseau auquel chacun est rattaché dans une connectivité généralisée. Ça, c'est souvent l'image idéalisée d'Internet, universelle et égalitaire. Mais ces réseaux soutiennent l'individualisme en réseau où chacun peut devenir un standard, alors au sens qu'il prend dans les télécommunications, un dispositif de connexion et de répartition de réseau. Chaque individu relie des personnes inconnues dans des petits mondes. Chaque individu peut devenir donc un portail, une porte d'entrée qui sélectionne personnes et ressources.
Alors ce n'est pas parce que ce jeune homme est replié à domicile qu'il est sans contact, pour reprendre le titre d'un numéro de 2022 de la revue Tracé. Ce n'est pas parce qu'il est sans contact qu'il est sans relation humaine et sociale. On peut plutôt penser à ce sans contact apparent, ainsi que les possibilités de connexion à distance, qui reconfigurent ces relations humaines et sociales, plutôt qu'elles ne les annulent purement et simplement. Il serait ainsi en position d'être une porte d'entrée de relations, de réseaux qui ne font pas ensemble, qui ne forment pas un groupe. Dans ce numéro, dans l'introduction de ce numéro de la revue Tracé, est noté avec pertinence, je les cite, que la positivité ou la négativité des techniques numériques sont déterminées par une hypothèse de contact. Les certitudes issues de ce postulat normatif méritent d'être mises en question, selon les auteurs, du fait d'une plasticité fondamentale de la compréhension sociale du sans contact. Quelque temps après que la recherche sur les hikikomori a démarré, je décide de rappeler ce jeune homme. Donc ça fait 2 ans que je ne l'avais pas vu. Je le rappelle, je tombe sur son père qui me le passe. Et donc j'informe ce jeune homme que je fais partie d'un laboratoire du CNRS, qu'on démarre une étude sur les jeunes qui, comme lui, arrêtent leurs études sans travailler par ailleurs. Est-ce que je ne pourrais pas le rencontrer pour en parler avec lui? Il ne le souhaite pas du tout, car il ne se reconnaît pas dans la situation que je décris. Je travaille, moi. Je ne joue jamais sur PC, précise-t-il. Je travaille, je suis webmaster, je suis sur mon ordi pour l'argent. Il travaille, me dit-il, sur un site de jeu en ligne, dont il ne veut pas me donner le nom, un jeu d'argent. Pendant la phase technique, il a beaucoup travaillé. Maintenant, il travaille moins. Il travaille plus que 2 à 3 heures par jour. Ce qui le motive, c'est d'avoir un travail indépendant, d'être indépendant, et il répète cet adjectif. Ses parents ne le comprennent pas, car il y a une différence de culture, de génération, etc. Ses parents pensent que travailler, c'est aller dehors. Je lui demande s'il sait comment je pourrais contacter des jeunes gens qui s'isolent chez eux, arrêtent leurs études, ne travaillent pas. Comment les appellerait-il? Je me souviens qu'il disait de lui qu'il était un geek. Alors il me répond, je suis geek, mais c'est large. Même François Fillon, c'était un premier ministre de Sarkozy, un des premiers ministres de Sarkozy, même François Fillon est un geek, me répond-il. Un geek, donc c'est un amateur de nouvelles technologies, bon, c'est la définition maintenant du dictionnaire. Tous ses amis sont dans l'informatique, ils travaillent, ils sont ingénieurs, ils sont fonctionnaires, ce sont des geeks. Il y a des accros, certains geeks sont des no-life. Ils passent leur temps à jouer sur PC. Ça fait des gens, me dit-il, tout mou, pas d'ambition, pas de passion, fade, ils perdent leur vie, leur jeunesse sur PC. Pense-t-il que certains de ces jeunes sont des hikikomori, comme on dit au Japon? Ah non, hikikomori c'est extrême, il connaît le mot, il a vu une émission. Ils se coupent du monde, ils ont peur des gens, certains ne mangent même plus. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ici avec les geeks. Si des jeunes disent qu'ils sont hikikomori, c'est pour plaisanter, me dit-il. Et après, il m'a parlé des no-life et des nerds, bon, je passe. Et lui, que fait-il désormais? Je lui demande en dehors de ses 2 ou 3 heures d'ordinateur par jour. Alors il me dit, j'écoute de la musique, je regarde des films, parfois je dîne avec des amis. Sa parole devient entrecoupée. Il poursuit. Peut-être que je ne m'exprime pas très bien, j'ai le sommeil difficile, j'ai mal dormi. Bon, j'entends sa réticence et je mets fin à l'entretien et j'aurai plus de contact avec lui ni avec sa famille. Ce jeune homme, je l'appréhende comme un produit du discours de son époque, d'ailleurs l'association à l'époque. Donc je l'appréhende comme un produit du discours de son époque, décidément, mais comme chacun d'entre nous. Un discours qui véhicule les valeurs, normes et injonctions de l'autonomie et de l'individualisme. Mais serait-il pour autant un acteur de son époque? Ou un passager clandestin? Passager clandestin dans le sens où il vit un peu caché, dans un domicile qui n'est pas tout à fait le sien, et qu'il n'est, aux 2 moments où je lui parle, inscrit dans aucune institution. Que celle-ci soit éducative, de formation, d'apprentissage, professionnelle, d'insertion, de soins. Est-il vraiment auto-activé ou replié, isolé? Fait-il vraiment partie d'un groupe d'amis? Ou est-il en lien avec des contacts, ou plutôt des connexions? Alors je rappelle que le friending en ligne n'est pas équivalent à l'amitié hors ligne. Le friending est surtout un lien entre 2 profils d'usagers, un lien qui peut être unidirectionnel ou bidirectionnel. Il s'agit avant tout d'un processus technologique qui institue un lien social.
Il aurait donc des liens sans amitié, pour l'interrogation. Cela demeure une question. Et pourquoi me donne-t-il l'impression de ne pas faire tout à fait partie de son groupe familial? Ce jeune homme n'est-il pas un exemple concret, complexe, de nouvelles articulations entre le commun et le chacun, pour reprendre une expression d'Alain Ehrenberg? Alors que je rédige ce texte, donc il y a très peu de temps, je mène une brève enquête via cet ensemble si efficace de réseaux interconnectés que nous nommons Internet. Je trouve trace d'une entreprise. Donc, je l'avais eu au téléphone en 2010. Une entreprise individuelle, créée au nom de ce jeune homme en 2012, dans le secteur d'activité des services d'information, spécialisée dans le secteur d'activité des portails Internet. Elle a, semble-t-il, été active moins d'une année et a été fermée en septembre 2013. Merci. Merci beaucoup. Alors, il nous reste 5 petites minutes pour des questions. Non, c'est juste. Merci beaucoup. Et dans une enquête sur le RMI, sur l'injonction à l'autonomie auquel étaient confrontés les allocataires de ces prestations, j'avais rencontré un jeune homme de 27 ans que je lui ai demandé qu'est-ce que vous faites. Il m'a dit depuis 3 ans, il avait arrêté tout, études, travail. Il m'a dit je regarde les infos sur Internet. Et j'avais pas su quoi faire de cette information. Et effectivement, ce que vous dites permet de donner un tout petit peu de compréhension, de prise sur cette situation. Je voudrais juste la prendre à partir de l'angle qui m'intéressait, moi, à ce moment-là, et que vous avez abordé, surtout Maya, dans la présentation, en fait, le rapport aux prestations sociales comme un instrument de stabilisation. Et là, je trouve que c'est extrêmement précieux de l'aborder de manière très oblique, parce que le fait de l'aborder de manière indirecte vous permet de dire des choses que jamais des gens qui travaillent directement sur ces questions ne pourraient dire, c'est-à-dire d'assumer et de décrire des situations où ces aides, en fait, aident à la stabilisation, à la marge de la société, et donc, je veux dire, immédiatement, on le polariserait pour des raisons politiques en disant soit il faut défendre le principe d'activation, soit au contraire, il faut défendre les gens en montrant qu'ils font quand même des choses. Et là, vous montrez, à mon avis, quelque chose qui est absolument fondamental, assez indicible du fait de la récupération conservatrice immédiate qui aurait lieu si c'était formulé dans l'espace de la sociologie des politiques sociales. Donc merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup. Ça m'a fait penser à cette idée de Winnicott que être autonome, c'est pouvoir jouer seul en présence d'autres. Et là, si j'ai bien compris, il y a systématiquement la présence d'autres, notamment familiales, qui sont autour. Du coup, est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur les relations familiales et puis la place de ces familles, ou si c'est cernable dans l'hiérarchie sociale, ou quelque chose sur ces autres-là, qui a l'air d'être un élément essentiel du dispositif, quoi. Merci. Déjà, pour être tout à fait honnête et clair, en réalité, cette catégorie d'ikikomori, c'est à la fois, comme on l'a dit, c'est un terme japonais, et donc c'est aussi une fabrique d'un problème d'une certaine manière. C'est-à-dire que ce qu'on a appelé ikikomori à un moment dans les années 90, c'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on appelle ikikomori aujourd'hui dans ce même Japon. Enfin, donc là, c'est une espèce de caractère un peu indécidable entre est-ce que ce truc de mise en commun de ces jeunes existe, et si oui, qui les nomme, avec quelle orientation, avec quel questionnement et quel type de problème. Alors c'est vrai que quand la catégorie a fonctionné, disons, elle décrivait des jeunes repliés à domicile, très jeunes adultes ou adolescents, donc au domicile familial. Et dans notre enquête également, on a eu des entrées de ce type, parfois on arrivait à voir des jeunes, mais plutôt pas dans le dur du retrait, un peu après, ou les familles. Donc ça a été toujours à l'intersection du discours que tenaient aussi les familles. Alors les situations de retrait elles-mêmes, en réalité, elles sont assez variées et assez hétérogènes. C'est une palette, quoi. Il y a des retraits très, très radicaux, très durs, dans lesquels les jeunes sont à domicile, mais néanmoins parlent presque plus à personne, et voilà, ils sont un peu fantomatiques, sortent dans le frigo, prendre à manger, repartent, etc. Et d'autres où pas du tout, là où il y a une sorte de vie. Moi, je me souviens d'une famille que j'avais rencontrée où les parents étaient venus dans cette consultation en disant voilà, notre fils est en retrait depuis 10 ans.
Et en disant ça, elle se rendait compte que c'était quand même long et qu'elle aurait peut-être dû venir avant. Mais en même temps, elle disait que en discutant, ce qui apparaissait, c'est que ce jeune à la maison posait pas de problème en fait. C'était pas, il n'avait pas l'air particulièrement déprimé, il n'avait pas l'air particulièrement mal. Eux, ils étaient occupés, ils avaient leur boulot, les journées passaient les unes après les autres, etc. Et que c'est quand il y avait eu un changement dans la dynamique familiale, un parent à la retraite, qu'elle avait pris presque de plein fouet la réalité de ce retrait, quoi. Non, mais en fait, c'est pas possible. On peut pas être comme ça. Voilà. Donc, oui, j'ajouterais 2 choses. C'est vrai, Maya pointe le fait que les familles s'inquiètent pas tout de suite parce que il n'y a pas quelque chose d'inquiétant de type drogue, tentative de suicide, conflit intergénérationnel violent. Non, il n'y a rien d'inquiétant. Donc, il y a un espèce de temps de latence. Et en fait, la difficulté, c'est que ce temps permet, pour le meilleur et pour le pire, aux jeunes de s'installer justement dans une relation au temps dont il va lui être très difficile de sortir rapidement. Et pour ces familles, il a été avancé la notion de double hikikomori. C'est-à-dire que les familles elles-mêmes peuvent avoir, en fait, elles aussi, des phénomènes de repli à domicile avec ce jeune. Non, merci beaucoup. Je voulais juste signaler que j'étais frappé par la ressemblance entre les situations que vous décrivez et les tensions qui peuvent se faire jour dans des institutions qui hébergent des personnes souffrant de troubles mentaux et qui ont un peu ce statut de liminalité dans la mesure où elles sont hébergées dans l'institution, mais il s'agit de les faire sortir. Et où le problème pour les équipes soignantes, c'est moins une question de compétence que la question des pannes du vouloir. Des institutions qui sont vraiment structurées par ces idées de projet, etc. Et alors, la mécompréhension, elle est assez similaire à celle que vous signalez. C'est de dire, la personne, elle estime avoir un projet. Et ce projet, ça peut être simplement de continuer la situation telle qu'elle est. Sauf que ce projet, il est perçu comme inacceptable par rapport à ce qui est borné comme l'horizon possible des projets entre le statu quo d'une part et le projet fou d'autre part. Ça peut être ni l'un ni l'autre, ça doit être quelque part au milieu. Mais donc, on voit bien que c'est moins une opposition entre autonomie et forme de dépendance que des configurations d'autonomie-dépendance qui sont plus ou moins acceptables. Ici, on a affaire à une forme d'indépendance qui se base ou qui est ancrée dans une forme de dépendance à l'égard d'autrui qui va être considérée comme inacceptable parce qu'elle ne peut pas durer dans le temps, ni dans les institutions, ni dans le cas des familles dont effectivement des parents vont passer à la retraite et puis etc., mourir, effectivement. Merci. Oui. Non, c'est très juste et c'est vrai que c'est frappant de réfléchir aussi à la façon dont l'accompagnement, du coup la réponse qui est donnée, familiale, sociale, etc., elle est très déroutée quant à l'objet. Qu'est-ce qu'on veut du jeune, quoi ? Qu'est-ce qu'on veut de lui ? Alors, quand il est adolescent, c'est plus facile, jusqu'à 18 ans, parce que ce qu'on sait, c'est qu'on veut qu'il reste scolarisé. Ou qu'on trouve un moyen de continuer. L'horizon, c'est surtout avoir le bac, etc. Mais après 18 ans, là, il y a une espèce de relâchement. On ne sait plus trop. Et dans l'accompagnement, oui, c'est des choses qu'on a pu constater aussi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut pour lui et qu'est-ce qu'on veut pour ses familles ? Est-ce que c'est quoi l'horizon ? C'est qu'ils vivent seuls ou pas, mais vivre seul, est-ce que ça suffit ? Est-ce que s'ils vivent seuls avec le RSA, ça va aller ? Ou est-ce qu'on voudrait quand même qu'il ait un peu de relations sociales et c'est où il est quel ? Enfin, voilà, ça pose toutes ces questions. Il y a la question parce qu'avec les patients qui sont hospitalisés, ils ont quand même un statut de patient. Alors que là, ces jeunes n'ont aucun statut. Ils sont pas institutionnalisés ou localisés quelque part. Et ça, il y a quelque chose de très... de très angoissant pour tout le monde, pour la famille, mais aussi pour les gens qui essayent de les prendre en charge. À la demande des familles le plus souvent, ce n'est pas les jeunes eux-mêmes qui viennent. C'est-à-dire, ils sont nulle part, d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue statutaire. Alors c'est vrai que du coup, les minima sociaux, c'est quand même un statut. Mais c'est un statut minimal qui ne leur demande pas trop, mais c'est quand même un statut. D'ailleurs, ça rassure aussi quand même, y compris l'entourage proche. Il y a cette inscription, disons, institutionnelle qui a une fonction de rassurance. Merci beaucoup.